Et en effet, hein, si on prend ce diagramme qui représente les valeurs de pH qu'on peut trouver dans l'environnement naturel, ben on voit qu'on peut mesurer des valeurs qui vont des systèmes hyperacides du drainage minier sur des valeurs très, très basiques, très alcalines que l'on trouve dans différents endroits de la Terre. Donc ce que je vous propose dans cet exposé, c'est justement vous décrire ces systèmes hyperalcalins, les endroits, je vais vous montrer où on en trouve, je vais vous montrer les mécanismes qu'on peut observer justement dans ce type d'environnement, et enfin, je vous montrerai quel type de questions scientifiques on peut aborder à partir de l'observation de ces objets extrêmes. En fait, l'environnement dans lequel on vit, c'est celui de la pluie, des rivières, des océans, et tout ça se trouve à un pH, disons, autour de la neutralité, hein, l'eau de pluie étant légèrement acide, les rivières et les océans étant près de la neutralité. Et en fait, comment passe-t-on de cet environnement autour de la neutralité vers ces systèmes hyperalcalins? C'est ce que je vais expliquer. Donc voilà un diagramme qui représente le cycle de l'eau, hein, c'est comme on le montre dans les collèges. En effet, la pluie est acide à cause de la dissolution du gaz carbonique de l'atmosphère pour créer de l'acide carbonique, et la pluie naturelle a un pH de 5,6. Et en fait, on voit que les eaux de ruissellement, les eaux des lacs, des rivières, des fleuves, ont un pH qui est proche de la neutralité. Et comment passe-t-on de cet environnement faiblement acide de l'eau de pluie vers cet environnement plus neutre des eaux de ruissellement? Mais c'est lié c'est dû à l'attaque acide des silicates qui constituent la croûte continentale en partie et qui consomment le H+. En effet, si on écrit ces réactions d'altération des silicates, on voit qu'ici, on fait intervenir du H+, et ici, on a des solides, et ici, on a des solutions aqueuses. Ce sont les eaux de ruissellement. Et ça se passe ici, dans l'altération de la croûte continentale. Alors, c'est ce que je viens de dire. Alors, en fait, quand on écrit des réactions comme ça, CaSiO3, MgSiO3 représentent une composition chimique de la croûte continentale, mais pas une composition minéralogique. Et en fait, cette réaction qui consomme de l'H+, en effet, peut s'écrire comme suit pour ces silicates de magnésium. Alors vous trouverez, alors pourquoi j'ai mis cette remarque ici? C'est parce que quand on présente un tel exposé devant des pétrologues qui étudient justement ces silicates de magnésium dont je vais parler, toute cette communauté a tendance à parler d'hydratation de ces silicates. Et en fait, le terme est impropre parce qu'il faudrait plus parler d'hydrolyse. Alors derrière cette petite notion sémantique, il y a quand même la grande idée du mécanisme de l'altération de ces solides. Alors, ici, dans cette réaction chimique, on a mis des flèches qui vont uniquement de gauche à droite pour montrer que c'est une réaction à basse température qui est irréversible. C'est-à-dire on ne va pas fabriquer ce solide à partir d'une solution aqueuse. Alors, où trouve-t-on des silicates de magnésium? Ces silicates de magnésium, qui s'appellent principalement des péridotites, c'est le composant principal du manteau terrestre, qui est situé ici, sous la croûte, ici dans une coupe de la Terre. Donc, ces péridotites renferment des métaux. En effet, ce transparent est tiré d'un exposé de l'industrie minière qui est très intéressée par les métaux contenus dans ces péridotites. Et en fait, où ces silicates qui sont en fait en profondeur dans le manteau, où sont-ils soumis à une altération? Et où les trouve-t-on? Où trouve-t-on cette altération? Dans les zones de subduction. Ici, voici un exemple, un schéma justement d'une zone de subduction, où ici vous avez un coin mantélique, ici la plaque plongeante qui se déshydrate, et toutes ces flèches représentent des flux d'eau qui vont justement altérer ce coin mantélique et remonter à certains endroits dans la surface, que ce soit à la surface, que ce soit à travers le volcanisme, ou bien des endroits qu'on appelle des volcans de boue, des avant-arcs. Alors, cette altération dans les zones de subduction se passe à très haute température et très haute pression, typiquement de l'ordre 500-600 degrés, plusieurs kilobars, jusqu'à 15 kilobars. Il y a des endroits sur Terre où ces silicates de magnésium se retrouvent sur les surfaces continentales, à la surface. Alors voici un exemple
de ce phénomène qu'on appelle l'obduction. Voici l'Australie, la Nouvelle-Calédonie est ici. Ici, il y a une ancienne dorsale qui a fonctionné il y a 50 millions d'années. Et en fait, on voit ici qu'il y a un petit bout de l'Australie qui s'est détaché, qui a dérivé vers l'est, vers la zone de subduction des Nouvelles Hébrides, qui s'appelle le Vanuatu maintenant. Et en fait, le mécanisme a un peu coincé. Et il y a un copeau du plancher océanique qui a charrié, qui est monté sur ce bout de continent et qui a chargé ces silicates de magnésium sur le continent pour créer ce qu'on appelle une ophiolite. Ophiolite, hein, du grec lithos, la roche, ophis, le serpent. Ce sont des roches en peau de serpent. On trouve aussi une interaction entre ces péridotites et des fluides aqueux dans des endroits sur les dorsales océaniques, là où la tectonique justement expose ces roches mantéliques à l'eau de mer. Voici un schéma qui est tiré d'un article très récent dans Nature, justement, où ces auteurs, dont je parlerai plus tard, ont étudié justement le rôle de l'exposition de l'altération de ces péridotites des rides médio-océaniques à l'altération. Donc voilà 3 endroits où on trouve en effet ces phénomènes d'altération des silicates de magnésium. Alors, où peut-on échantillonner les fluides qui justement altèrent ces silicates de magnésium? Ben, voici une carte qui représente justement les endroits où on trouve ces sources hyperalcalines. On en trouve de 2 types, hein, sous l'eau, hein, sous-marin, et sur les surfaces continentales. Alors voici le site de Lost City, au milieu de l'Atlantique, un site aussi sous-marin au nord de l'Islande, un autre sous-marin dans la baie de Prony en Nouvelle-Calédonie, dans l'avant-arc des Mariannes, et tous les autres sont des sources à terre. Donc je vais vous montrer quelques photos. Alors le site de référence de l'étude justement de cet hydrothermalisme alcalin, c'est le site de Lost City, la cité perdue, qui a été trouvé en fait il y a une dizaine d'années. Et ce site hydrothermal, ce site de Lost City, justement, on trouve des cheminées hydrothermales qui peuvent faire jusqu'à 60 mètres de haut de ce type et qui sont constituées de carbonate de calcium et d'hydroxyde de magnésium, dont je vais parler plus en détail. À la différence des fumeurs que vous connaissez sur l'hydrothermalisme de haute température, qui sont plutôt constitués de sulfure ou de sulfate, ou de sulfate. Alors on trouve en effet au site de Lost City des décharges de fluides à température modérée, 91 degrés, pH 11 à une profondeur sous l'eau de 800 mètres environ. Sur les surfaces continentales, on a eu l'occasion d'aller étudier dans divers endroits justement ces sources hyperalcalines. Voici la mer Méditerranée, la ville de Gênes se trouve ici, ça c'est l'ophiolite de Voltri, dans les Alpes ligures, et on trouve justement dans cet endroit des sources de ce type. Ici la rivière, vous voyez ce suintement d'une eau à pH très élevé, du style 11-12, qui s'écoule directement et qui forme ces vasques. Donc on trouve en effet, voici un autre exemple d'une source de Ligurie, on trouve en effet ces vasques et cet écoulement des eaux alcalines directement dans la rivière. Autre endroit très célèbre pour tous ceux qui étudient les ophiolites, c'est le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman se trouve à la pointe, à l'extrémité sud-est de la péninsule arabique. Sur cette photo, on voit qu'on trouve ici une chaîne de montagnes qui apparaît en sombre, et dans ces montagnes de l'Oman, en effet, qui sont une ophiolite, donc une partie du plancher océanique charriée sur le continent, on trouve un très grand nombre de ces sources alcalines. Donc voici un exemple qu'on est allé voir il y a 2 ans. Donc vous voyez ici, celle-là on ne peut pas la rater, elle est très grande, et ces sources donc, produisent ces grandes étendues d'eau bleutée et ces dépôts qui ressemblent à du yaourt, et pour montrer qu'on a de l'humour, on a appelé ça Maminova. Voici un autre exemple de ces eaux de l'Oman, où on retrouve justement ces structures d'écoulement à faible débit, et puis quelques vasques qui se forment justement dans cet endroit-là, ces eaux bleutées dont je viens de parler, et ces encroûtements, ces précipités blanchâtres, et les mesures que l'on doit faire sur le terrain. Autre endroit, tout aussi
intéressant à la fois du point de vue scientifique et touristique. C'est le sud de la Nouvelle-Calédonie. Voici la Nouvelle-Calédonie. Ici, à la pointe sud-est de la Grande Terre, se trouve la baie de Prony, où on a pu profiter on a fait une mission dans le lagon en 2011, justement, à bord du vaisseau, du navire de recherche Alice, de l'IRD. Donc dans la baie de Prony, il y a un endroit qui s'appelle le bain des Japonais. C'est un platier qui est découvert à marée basse, dans lequel on trouve ce type de concrétion, justement, et qui se forme à partir de ces petits évents blanchâtres dont la couleur rappelle ce que je viens de vous montrer. Et en effet, il faut faire des mesures, justement, sur ces petits évents de ce platier. On trouve juste autour de ce platier du bain des Japonais, justement, à faible profondeur, ces petits évents, où une eau à pH 11 se déverse dans le lagon, qui est un pH normal pour l'environnement marin d'environ 8. Donc on voit aussi qu'on a un bullage de gaz dans ces évents-là, et puis ces formations aussi blanchâtres. Alors on trouve ça à faible profondeur, mais on trouve ça aussi en grande profondeur, enfin en plus grande profondeur dans le lagon, entre autres dans la célèbre aiguille de Prony, qui est, si vous allez en Nouvelle-Calédonie, que vous voulez faire de la plongée, tous les clubs de plongée de Nouvelle-Calédonie vous proposeront d'aller plonger sur l'aiguille de Prony, qui est un édifice d'une quarantaine de mètres de haut, qui affleure à 2 mètres de la surface, et on trouve ces pointes blanchâtres, justement, qui ont été aussi observées à Lost City. Et toutes ces pointes sont les endroits où on trouve des sources, et les plongeurs de l'IRD ont échantillonné à la fois les eaux et puis les concrétions. Il y a aussi, voilà les endroits qui ont été étudiés. Il en reste à étudier. Mes collègues de Nouvelle-Calédonie m'ont envoyé cette superbe photo d'un endroit qui n'a justement pas encore été étudié. Je vous la montre pour vous montrer comment c'est beau. Et il y a un autre endroit aussi dans le nord de l'Islande, qui est le site de Stritan, qui est dans la zone subarctique, où on retrouve toutes ces structures, justement, ces échappements de fluides sous-marins à pH élevé. Et il y a un projet d'étude américain là, qui vient d'être financé par un organisme qui a un nom un peu de science-fiction, la Dark Energy Biosphere. Ça fait un peu peur, mais bon. Voilà, donc c'est un autre site sous-marin comparable à la baie de Prony et qui sera sans doute en cours d'étude dans les années à venir. Bon, que se passe-t-il du point de vue de l'hydrologie? Donc j'ai dit l'eau de pluie est acide, il pleut, voici une coupe de l'ophiolite d'Oman qui est tirée des travaux de Neil Estanger il y a une trentaine d'années. Il pleut à pH 5-6, ça altère des surfaces continentales. Ça fabrique, quand il pleut sur des carbonates, ça fabrique des eaux du type carbonaté calcique, tant qu'à faire. Quand il pleut sur des silicates, ça fabrique des eaux du type carbonaté magnésienne. Quand ces eaux de ruissellement, ici, s'infiltrent dans la formation ultrabasique, il y a d'autres réactions qui se mettent en place. La première, c'est précipitation ou formation d'un minéral qui s'appelle la serpentine, altération de ces minéraux des olivines, des péridotites, olivine, pyroxène. Et il y a aussi une autre réaction qui se met en place, c'est l'oxydation des métaux par la réduction de l'eau. Et cette réaction-là produit du OH-, alors que celle-ci avait tendance à consommer du H+. Donc on a deux phénomènes, consommation de H+, qui amène l'eau de pluie d'un pH à 5,6 vers des pH plus neutres, et ensuite production du OH- par réduction de l'eau, qui amène ces eaux justement à des pH très élevés. Et là où, quand l'hydrologie finalement le permet, ces sources peuvent revenir à la surface et on peut échantillonner des eaux du type hydroxyde calcium, CaOH, ici, dans les sources que je viens de vous montrer. Bon, quelle est la température de ces eaux de source? C'est des eaux chaudes, mais plutôt tendance tiède, puisqu'à Lost City, on a des températures de 90 degrés au maximum. Et dans l'environnement continental, on a des eaux qui vont jusqu'à environ 40 degrés, des eaux thermales, disons, et il n'y a pas de relation entre le pH et la température. Bon, quelle est la composition de ces eaux? En fait, ces eaux perdent du magnésium et gagnent du calcium. Alors, ça se voit ici dans les données de Ligurie et de l'Oman.
ici, très faible concentration de magnésium, concentration de calcium plus élevée. Et ça se voit mieux dans les eaux de la baie de Prony, où ici on a normalisé les concentrations au chlore pour éviter des problèmes de dilution. Enfin bon, je passe sur la technique. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un changement à un pH environ 10 et 2000, un changement très net du comportement du magnésium et du comportement du calcium. Ces eaux aussi ont une caractéristique importante, sur laquelle je reviendrai plus tard dans l'exposé. Quand on rapporte l'alcalinité en fonction, ou plutôt le carbone inorganique dissous en fonction de l'alcalinité. Alors il faut que j'explique ce que c'est l'alcalinité. L'alcalinité, c'est la somme des bases qui peuvent être dosées par un acide fort. Bon, en fait, c'est un concept très courant dans la chimie des eaux naturelles, et pourtant si mal connu et si mal caractérisé. Toujours est-il, on peut faire un dosage au laboratoire pour mesurer l'alcalinité. Et en fait, et on peut faire de notre côté un autre dosage qui permet de doser uniquement le carbone inorganique, c'est-à-dire l'ion bicarbonate et l'ion carbonate. Et en fait, on voit que l'alcalinité, ici, c'est la somme du carbone inorganique et de l'ion OH-. Alors en fait, dans ce diagramme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les eaux à pH élevé peuvent avoir une alcalinité très forte, mais par contre, elles ont un carbone inorganique dissous très faible. Par contre, les eaux de rivière du type MgHCO3, qui ont des pH très bas, peuvent avoir, elles, une alcalinité élevée, qui est due à un carbone inorganique dissous élevé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand ces eaux s'infiltrent dans la formation ultrabasique, elles perdent leur carbone inorganique dissous. Et je vous montrerai les conséquences que ça a plus tard. Alors, ces eaux ont aussi une salinité faible, au moins dans l'environnement continental où l'alimentation est météorique. Ce sont des eaux de pluie qui percolent dans des formations ultrabasiques. Donc, en fait, ce problème de salinité des eaux a interpellé le schéma de circulation qu'on pouvait montrer, justement, c'est pour l'ophiolite de Mans. Donc, il pleut. Où ces eaux percolent-elles? Dans la formation ultrabasique, et elles ressortent aux endroits, justement, aux discontinuités géologiques. Ici, on a le manteau, ici, la croûte. Et la question qui se posait ici, est-ce que ces eaux acquièrent une salinité particulière en descendant et en percolant jusqu'au contact entre l'ophiolite et, finalement, les sédiments de la plaque arabite sous-jacente? Alors ça a aussi une conséquence importante sur le fonctionnement de ces systèmes hydrothermaux. Quelle est la profondeur à laquelle ces eaux descendent et comment acquièrent-elles leur salinité? Et finalement, quelles sont les températures des zones de réaction? Bon, je vous ai montré qu'il y avait un effet du bullage de gaz en baie de Prony. Donc on peut l'observer ici dans l'ophiolite d'Oman. Alors là, j'ai un petit film qui vous montre justement comment on observe cette décharge de fluide ici qui remet en suspension le sédiment. Et puis, hop, tout d'un coup, on a une arrivée de bulles de gaz intermittentes là, qui nous permet de l'échantillonner plus facilement. Alors, en fait, l'échantillonnage des gaz, il faut avoir beaucoup de patience parce que vous voyez, de temps en temps, vous avez mis, alors c'est de la haute technologie, hein, c'est-à-dire ça consiste à renverser un flacon de verre au-dessus de l'évent et attendre que ça se remplisse. Alors vous voyez, vous le mettez ici et puis en fait la bulle se forme là. Alors bon, on peut développer des technologies plus avancées à base d'entonnoirs fabriqués avec des bouteilles en plastique. Et puis il faut attendre que ça se remplisse. Donc quelle est la composition de ces gaz? En fait, voici l'exemple des gaz qu'on a prélevés en baie de Prony, en Nouvelle-Calédonie. L'azote est dominant, sans qu'on puisse attribuer ça à une contamination du prélèvement par l'air. Ça, on a tout un tas d'indices qui peuvent le dire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces gaz peuvent être enrichis en hydrogène, jusqu'à 30%, et aussi enrichis en méthane. Et les travaux de notre laboratoire montrent aussi qu'éventuellement, il peut y avoir un contrôle de l'environnement géologique, de la géologie sous-jacente de ces environnements-là, où on peut passer. Ici, c'est le rapport H2 sur CH4. On peut passer d'un endroit où le H2 est dominant à des endroits où c'est plutôt le CH4 qui est dominant. Bon,
Quelle est l'origine des gaz? L'origine des gaz, je vous ai montré que l'hydrogène pouvait venir de la réduction de l'eau par l'oxydation des métaux. L'azote, on ne sait pas d'où il vient. Et en fait, le méthane, d'où vient ce méthane? Les chimistes connaissent depuis longtemps des procédés pour fabriquer du méthane avec de l'hydrogène par réduction justement de composés organiques. Entre autres, c'est le procédé Sabatier. Alors Sabatier, bien sûr, c'est un nom qui nous est familier puisqu'il s'agit de Paul Sabatier, qui à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, a montré comment cette réaction était catalysée par les métaux pour arriver à des rendements industriels. Dans les années 30, la chimie allemande, la messieurs Fischer et Tropsch ont proposé un autre mécanisme justement pour arriver à fabriquer des alcanes à partir du rôle de l'hydrogène sur des composés organiques oxydés. Et en fait, les géochimistes de nos jours là, parlent de réactions de type Fischer-Tropsch. Ça veut dire d'abord qu'on n'a pas encore élucidé les mécanismes intimes qui permettent de fabriquer, entre autres, du méthane à partir de l'hydrogène et de ses composés organiques. Et en fait, Georgia Proskurovsky fait bien état du problème en disant que finalement, on invoque des réactions de type Fischer-Tropsch dans l'environnement naturel pour dire que finalement, les conditions sont favorables. C'est basé sur la compatibilité des réactions de type Fischer-Tropsch avec les données environnementales. En effet, on a des métaux, on a de l'hydrogène. Ils traînent toujours du CO2 ou des composés organiques oxydés qui permettent de fabriquer du méthane dans ces environnements de serpentinisation. Donc, pour résumer, serpentinisation, plusieurs types de réactions. La première, dissolution des minéraux primaires, les olivines, les pyroxènes et les péridotites. Formation des minéraux secondaires, je vous ai parlé de la serpentine, mais on peut aussi fabriquer l'hydroxyde de magnésium, la brucite. Et je vous ai parlé aussi de ces réactions d'oxydoréduction si importantes qui permettent de fabriquer de l'hydrogène moléculaire et en même temps qu'on fabrique de l'ion hydroxydé qui conduit justement à ces OPH. En fait, la serpentinisation, c'est un processus très complexe où on a une succession de réactions d'oxydation et de réduction. Alors par exemple, c'est illustré ici par le fer. On peut avoir réduction du fer par l'hydrogène, où on va trouver dans ces péridotites altérés, dans ces serpentinites, des alliages métalliques dans lesquels les métaux, ici, fer-nickel ou fer-cobalt, les métaux se retrouvent à l'état natif, c'est-à-dire de degré d'oxydation 0. Mais de notre côté, on a aussi des procédés oxydants dans lequel le fer2 va s'oxyder en fer3, et on va retrouver ce fer2, fer3 dans la formation de la magnétite. Et aussi, ce fer2, fer3 est distribué en solution solide dans les serpentinites et la brucite. Pour montrer aussi que ces eaux hyperalcalines sont particulières, je vous ai montré qu'on a un bullage d'hydrogène dans ces eaux. En effet, ça donne les conditions les plus réductrices sur la Terre. Alors ici, c'est une compilation des données, de nos données en même temps que les données de la littérature. C'est le potentiel d'oxydoréduction, un diagramme classique, potentiel d'oxydoréduction en fonction du pH. Mais on voit que ces eaux sont réductrices au point où on arrive, pour des températures finalement ambiantes, on arrive ici aux courbes de stabilité de l'hydrogène, de la courbe de stabilité, de la courbe de réduction de l'eau et de stabilité de l'hydrogène, tout ça à température ambiante. Donc en fait, si on résume le processus global de serpentinisation, à basse température, donc ça ne va que dans un sens, c'est l'oxydation, enfin l'altération de silicates de fer-magnésium pour donner des assemblages minéralogiques du type serpentine plus brucite plus magnétite. De temps en temps, des alliages métalliques, des carbonates et de l'hydrogène moléculaire et ces eaux, et finalement ce OH- qui conduit à ces eaux à pH très élevé. Bon, en fait, il y a d'autres, dans ces sources hyperalcalines, il y a d'autres phénomènes qui se passent ici à l'émergence. C'est que, bon, je vous ai dit qu'on avait une zone de réaction de serpentinisation ici dans le corps ultramafique, dans les roches ultrabasiques. Les eaux CaOH sortent à la surface, mais elles peuvent très bien ici se mélanger avec les eaux de ruissellement, ce qui conduit à d'autres phénomènes de précipitation dans les sources,
comme je vais vous le montrer. Alors là, c'est juste un diagramme qui rappelle l'environnement dans lequel on trouve ces sources, c'est-à-dire un environnement continental où l'alimentation du système est météorique, de l'eau de pluie, et l'environnement de la décharge est continental. On trouve le site de Lost City est un site complètement marin, où c'est l'eau de mer qui circule dans des poridotites qui se décharge dans l'environnement marin. Et c'est vrai aussi pour l'avant arc des Mariannes, où on trouve le record de pH mesuré sur la planète, à 12,5 dans les volcans de boue de l'avant arc des Mariannes. Et en fait, la baie de Prony est un cas intermédiaire où des eaux météoriques, donc de faible salinité, se déversent dans l'environnement marin. Bon. Alors en fait, ces processus de mélange peuvent être tout à fait bien vus à cet endroit-là. Un autre endroit dans le sultanat d'Oman, aussi on a une falaise de péridotite, dans laquelle ici ruissellent des eaux à pH élevé. Et ici, vous voyez le wadi. Le wadi, c'est le wed dans la langue locale, donc la rivière. Donc les eaux sont à pH 8-9. Donc ces eaux coulent à travers la gravière. Elles se mélangent ici avec ces eaux à pH 11, ce qui forme ce précipité blanchâtre qu'on voit ici. Et en fait, quand on mesure le pH, justement, depuis cette gravière jusqu'au pied de la falaise, bien, on voit qu'on a un gradient de pH. Ici, on passe d'un pH de 9 à un pH de 11, dans une distance d'environ 50 cm. Donc, on a un gradient de pH extrêmement marqué dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans les travaux qui ont été menés dans notre laboratoire? On voit qu'à pH 11, on a de la brucite tout à fait bien formée, et quand le pH diminue, la brucite disparaît jusqu'à ce qu'on n'ait plus que des carbonates de calcium. Alors ça, ce phénomène de stabilité des minéraux, on peut aussi le voir à partir de calculs thermodynamiques. Donc ici, c'est l'indice de saturation. Alors l'indice de saturation, c'est calculé à partir de la composition des eaux, de leurs propriétés thermodynamiques et des propriétés du solide. Quand cet indice est supérieur à 0, ici, dans une échelle log, on a un environnement sursaturé, donc la précipitation des minéraux est possible. Quand il est inférieur à 0, la dissolution est possible. Et quand il est égal à 0, on a l'équilibre chimique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en effet qu'on a un changement. Ici, c'est les valeurs pour le quartz. Pour un pH de 10,5 environ, on a un changement d'environnement où le quartz est stable vers un environnement où le quartz est sous-saturé. Inversement, la brucite se formera dans des environnements au-delà de pH 10,5. On le voit aussi sur les données de la baie de Prony, où on a ici reporté la concentration de magnésium en fonction du pH. On voit qu'on a un changement très brutal, enfin très marqué, du magnésium en fonction du pH. Et en effet, ça correspond à l'endroit où la brucite arrive à saturation, ou bien il arrive ici à un plateau d'indice de saturation à des valeurs sursaturées. Et personnellement, je suis tout à fait content chaque fois que la thermodynamique éclaire un peu la géochimie. Mais c'est une remarque personnelle. Bon, en fait, si on résume, qu'est-ce qu'on voit à partir d'observations de terrain, de l'analyse chimique et de calculs thermodynamiques? C'est que ces mélanges d'eau de pH 8 à pH 11, justement, on passe d'un environnement continental à un environnement hyperalcalin, ça c'est le cas de l'Oman, un environnement marin, un environnement hyperalcalin, ça c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie et le cas de la Ligurie aussi, et ça on l'a vu justement, d'abord la nature nous le montre par ces précipités, on voit que l'analyse chimique nous le montre aussi, et finalement la thermodynamique nous permet de définir la stabilité de ces minéraux. Voilà. Alors, il y a d'autres phénomènes qu'on peut voir. Donc, je vous ai dit que les eaux de rivière avaient des compositions magnésium bicarbonaté. Les eaux très alcalines sont CaOH. Quand on mélange les deux, le magnésium et l'hydroxyde fait de la brucite. Le calcium et le bicarbonate fabriquent des carbonates de calcium. On peut voir ici des travertins qu'on a photographiés à Oman. En fait, c'est un processus assez efficace, puisqu'on voit ici un encroûtement d'une brindille qui se trouvait dans ces sources. Et c'est cet encroûtement, cette brindille qui n'était pas du tout attachée à quoi que ce soit, était là depuis au moins 3 semaines, depuis la dernière crue qui avait tout vidangé le wadi.
Donc cette efficacité de la précipitation, on peut le voir aussi en baie de Prony, en Nouvelle-Calédonie. Donc pendant la mission, la campagne Hydroprony, nous avons eu le droit exceptionnel de couper un bout d'une aiguille. Et en fait, 10 mois après, quand les plongeurs sont retournés pour aller voir ce qui se passait, l'aiguille avait déjà repoussé de 30 cm, d'où l'efficacité de la précipitation l'efficacité des précipitations dans ces environnements-là. Donc en fait, justement, voici les aiguilles que nous avons sauvagement décapitées, avec l'autorisation. Et les biologistes ont extrait de ces... sont des matériaux très complexes, puisque c'est les endroits où non seulement vous avez des précipités qui viennent de ces phénomènes de mélange, mais aussi vous avez dans l'environnement du lagon, ici de la baie de Prony, des phénomènes d'encroûtement de coraux, etc. Donc les biologistes, nos collègues biologistes de Marseille, ont extrait l'ADN de ces concrétions et ils ont fait des tas de trucs de biologie là, qui consistent à demander la carte d'identité de tous ces organismes qui se trouvent là-dedans, qui sont des organismes extrémophiles. Et en fait, bon, je ne me posais pas de questions sur ça, mais toujours est-il, on peut voir que les célèbres méthanosarcinales de Lost City se retrouvent aussi, qui sont des méthanogènes, se retrouvent aussi dans justement cet environnement de la baie de Prony. Donc ces diagrammes phylogénétiques, là, peuvent prendre des aspects très compliqués. En fait, les biologistes ont un terme aussi compliqué là, pour décrire des organismes vivants qui se nourrissent d'une interaction entre la chimie et la roche, là, trophos, la nourriture, lithos, la roche, donc chimiolithotrophie. Alors là, la question est de savoir qui fait quoi, justement, dans ces micro-organismes qui ont été identifiés à partir de l'ADN. Est-ce que les méthanosarcinales consomment et produisent du CH4, comme ça a été observé à Lost City? Est-ce que les célèbres chlorophexis consomment de l'hydrogène? Ça, c'est pas encore sûr. Et quel est le bon candidat pour la bioproduction d'hydrogène? Peut-être les clostridiales, ou clostridiales, je ne sais pas comment on dit. Alors le problème vient du fait que les biologistes n'arrivent pas à cultiver ces micro-organismes extradophiles qui sans doute vivent en symbiose, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à développer. Alors, on peut reprendre dans la littérature, justement, ce schéma d'un papier récent là, qui montre comment un fluide hydrothermal enrichi en H2 et CH4 permet d'alimenter les petits réacteurs chimiques que sont les cellules vivantes. Alors, on voit ici une cellule qui va justement transformer le CH2 en CH4 et une autre qui va prendre le CH4, le transformer en CO2, sans doute avec un couplage du cycle du soufre. Mais vous remarquerez justement tous les points d'interrogation qu'il peut y avoir dans ce genre de schéma, points d'interrogation qui interpellent une fois encore les mécanismes mis en jeu, cette fois-ci dans les phénomènes biologiques. Alors en baie de Prony, ce qu'on voit aussi, l'intervention de la minéralisation, de l'organominéralisation, c'est-à-dire le développement de minéraux sur un substrat filamenteux riche en carbone. C'est un filament organique qui est en cours d'identification. Et on voit justement que ces carbonates de magnésium qui sont si difficiles à précipiter à 25 degrés, ben là, dans l'eau du lagon qui a ces températures, ben on voit qu'ils peuvent précipiter. Et on voit aussi ces formations de minéraux qui poussent sur tous ces filaments riches donc ces filaments organiques, et jusqu'à un moment où justement cette minéralisation va envahir tout l'espace. Alors on voit aussi biominéralisation, on voit aussi formation de brucite et d'hydrotalcite. Bon, je ne discuterai pas plus que ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut observer dans ces sources hyperalcalines. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer l'interface minéral-vivant. On peut observer des phénomènes de formation de minéraux par des processus inorganiques comme la serpentilisation. Et on peut aussi observer la formation de minéraux par des processus biogéniques couplés justement à ces phénomènes inorganiques. Alors ça, déjà, c'est un point qui justifie l'étude de ces sources en elles-mêmes. Mais je voudrais vous montrer comment l'étude de ces sources alcalines
interpelle divers secteurs diverses questions scientifiques, des plus anodines, voire incongrues, jusqu'à des questions scientifiques de premier plan. Alors tout d'abord, les gens vivent à Noman depuis des siècles. À Noman, ce qui est rare, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. Et en fait, l'agriculture à Noman est basée sur un système d'irrigation traditionnel. Ce canal d'irrigation s'appelle un phallage à Noman. Donc on voit ici un canal comme ça dans lequel a précipité justement de la brucite. Alors voici un canal d'irrigation moderne, un phallage en ciment. Et cette brucite qui gêne, ces précipités qui gênent l'écoulement ont été ici récurés. Et en fait, on trouve ici la présence de portlandite. La portlandite, c'est la chaux éteinte, comme dans les ciments Portland, c'est les liants des ciments. Alors ça, voilà, alors la portlandite, se forme rarement dans la nature, elle se forme justement sans doute par l'altération des ciments qui fournissent beaucoup de calcium en solution. Alors là, on va faire un saut complètement incongru, je vous avertis que ça serait incongru. On va parler des revêtements intérieurs des tunnels autrichiens. Alors pourquoi? On a un collègue, là, Thomas Linder, qui est chez nous maintenant, qui a regardé justement ce qui se passait quand les eaux de drainage des formations géologiques, des montagnes qui sont au-dessus des tunnels, elles coulent, elles corrodent les ciments, et on retrouve une courbe finalement de magnésium en fonction du pH, qui ressemble un peu à la courbe qu'on a trouvée en baie de Prony, avec entre autres une sursaturation vis-à-vis de la brucite, qui une fois de plus interpelle le mécanisme de formation de cette brucite dans ces environnements poreux. Alors là, le maître mot, c'est l'analogie. L'analogie entre l'altération des ciments en milieu hyperalcalin et la formation de ces minéraux dans un environnement hyperalcalin naturel. Alors en tout cas, ce terme d'analogie n'a sûrement pas échappé à toutes les agences de stockage des déchets radioactifs. Donc là, on part dans le big business, il s'agit de l'industrie nucléaire. Et toutes ces agences ont créé un groupe international qui s'appelle le Natural Analog Working Group. Donc en fait, le mot dit bien ce qu'il veut dire, c'est l'analogue naturel de ce stockage. On retrouve là-dedans, le CNAP, non pas celui-là, c'est le Cyprus Natural Analog Project, qui montre que l'ophiolite de Chypre est un analogue d'un site de stockage de déchets radioactifs. En effet, l'altération des ciments produit des solutions alcalines. On voit que ces groupes de travail là, ont étudié des sites comme l'Oman, les Philippines et surtout le site de Makarine en Jordanie, qui est visiblement le site préféré de toutes ces agences. Donc tout ça donne lieu à une vaste littérature grise, c'est-à-dire des rapports de ces agences, et de temps en temps à des numéros spéciaux des revues de géochimie appliquée. Alors j'ai dit aussi, je vous ai montré comment les eaux qui circulent, ces eaux de ruissellement qui circulent dans les formations ultra-basiques perdent leur carbone inorganique dissous. Alors ça, c'est un truc vraiment intéressant dans le contexte d'un stockage géologique de CO2. Alors voici des photos tirées d'un article qui a reçu beaucoup d'attention, l'article de Peter Kellemen, où Peter Kellemen justement montre ces roches particulières qui s'appellent les lysvénites, qui en sont en fait des péridiotites complètement carbonatés, où on retrouve justement tous ces carbonates avec des veines résiduelles de quartz. Et en fait, Peter Kellemen propose que le processus naturel pourrait être justement enhanced, c'est-à-dire boosté, comme on dit en français, pour y stocker du CO2. Et en fait, le stockage géologique du CO2 dans les formations ultra basiques, cette fois-ci, dans les péridiotites, est aussi une des préoccupations d'actualité, justement, dans le contexte du réchauffement climatique et de la réduction des émissions de ces gaz à effet de serre. Alors là, bien sûr, on ne peut pas éviter de parler de ressources, d'hydrogène naturel, puisque je vous ai montré que cette serpentinisation fabrique justement cet hydrogène naturel, et puis quelqu'un de célèbre là propose justement qu'on pourrait
On pourrait injecter de l'eau dans les ophiolites par forage, augmenter la perméabilité, justement. Eh ben, si une exploitation directe de l'hydrogène naturel semble difficile, hein, c'est des petits débits, ben, on pourrait avoir une géo-ingénierie de l'hydrogène. Et alors là, bien sûr, je vous laisse lire. Hein. C'est pas moi qui en suis responsable. Revenons à des considérations d'ordre plus scientifique, justement, serpentinisation et origine de la vie. Ben depuis, je dirais, une dizaine d'années, ou peut-être un peu plus, il y a eu beaucoup d'articles hein, qui ont été publiés sur, justement, l'origine de la vie. Alors, certains articles ont des titres presque lyriques, hein, les serpentines et l'aurore de la vie, sur l'origine de la biochimie dans un évent hydrothermal alcalin, l'hypothèse alcaline sur l'émergence de la vie, la serpentinisation, le carbone et la vie dans les profondeurs, serpentinisation et ses implications pour la vie sur la Terre, et on y arrive, pour Mars, bien sûr. Voilà, donc alors quelles sont les hypothèses, justement, ou quels sont les faits qui ont conduit tous ces gens à s'intéresser justement ou à proposer une hypothèse pour l'origine de la vie dans ces environnements hyperalcalins, c'est que les conditions sont déjà favorables dans la Terre primitive, hein, c'est-à-dire il y a 3 milliards d'années, à l'apparition, ou je ne sais plus combien, à l'apparition de la vie, que l'océan est déjà à pH 8, qu'on a déjà une serpentinisation active qui permet justement de synthèse organique telle que je vous l'ai montré par des procédés type Fischer-Tropsch ou autre, qu'on a des gradients de pH très marqués qui permettent des transferts d'électrons et des gradients de potentiel d'oxyde de réduction, et qu'on a des métaux et des surfaces minérales accessibles pour la catalyse de ces réactions, ce qui permet de créer des conditions d'une chimie prébiotique. Alors une chimie prébiotique, c'est la chimie avant la vie, donc on n'est pas encore aux macromolécules d'intérêt biologique, mais on est aux précurseurs tels qu'on peut en discuter justement dans toutes ces hypothèses d'origine de la vie. Donc ces temps-ci, c'est quelque chose qui attire beaucoup d'attention, justement, l'étude de ces environnements hyperalcalins comme hypothèse d'origine de la vie, en liaison avec d'autres hypothèses, comme une hypothèse extraterrestre. Donc je vous ai montré aussi comment ces eaux hyperalcalines, hein, qui perdaient leur magnésium et gagnaient du calcium. Alors bien sûr, dans l'histoire géologique de l'eau de mer, quel est le rôle qu'ont pu avoir justement ces systèmes hyperalcalins? Voici la variation du rapport magnésium sur calcium pour les 500 derniers millions d'années. Donc on voit qu'il y a eu des grandes variations. De nos jours, ce rapport est de l'ordre de 5. On voit ici que depuis environ 100 millions d'années, ce rapport remonte d'une valeur de 1 à 5. Alors bien sûr, ça, c'est des implications directes sur la stabilité, des carbonates de calcium dans l'océan. Ces carbonates de calcium, bien sûr, qui forment le squelette des organismes calcificateurs comme les foraminifères, les coraux, etc. Donc, dans cet article dont je vous ai parlé au début, pour vous montrer justement où se trouvait l'exposition de ces roches ultrabasiques à l'altération sous-marine, cet article récent, qui discute justement de cette augmentation du rapport Mg sur Ca, eh bien, ces auteurs-là proposent justement qu'à partir d'une caractérisation du système de la tectonique des plaques, finalement, comment la tectonique des plaques a pu, et le régime de la tectonique des plaques a pu varier, exhumer de ces roches, ces morphes, hein, ces péridotites hein, des mid-ocean ridges, et comment ça a pu justement jouer sur ce rapport Mg sur Ca dans l'eau de mer au cours de l'histoire géologique. Alors bien sûr, on arrive au scoop total, hein, c'est localisation des serpentines sur Mars. Les planétologues hein, nous ont montré qu'en effet, ils en ont vu. Hein, voici la carte tirée d'un papier de Bethany Hellman et reprise ici dans la revue Éléments récemment. Donc là encore, on va trouver le terme d'analogie, puisque Giuseppe Etiope, qui est
quelqu'un qui travaille beaucoup sur les émanations de gaz sur Terre, a étudié l'ophiolite de Terikovan en Turquie, où on trouve en effet des émanations de gaz. Alors ça a une particularité, cet ophiolite, c'est que le gaz brûle tout seul depuis des milliers d'années. Et tous ces auteurs ont mesuré finalement les flux de gaz. Ils ont montré que ces flux de gaz qu'on peut tirer finalement de l'observation d'une ophiolite comme ça pouvaient être compatibles avec des flux de gaz mesurés à la surface de Mars, même si un papier récent dit que les observations montreraient que les dernières observations réduisent la probabilité d'une activité microbienne méthanogène substantielle ou bien une production de méthane à travers la serpentilisation, que peut-être il y en aurait un peu moins que prévu, mais ce n'est pas grave. On voit aussi, là encore, comment ces environnements hyperalcalins peuvent servir d'analogue entre autres, aux planétologues. Donc on trouvera aussi des communautés de géochimistes qui jusqu'à présent s'occupaient de la Terre, intervenir dans le débat sur Mars et inversement des agences spatiales comme l'ESA ou la NASA au moins subventionner des gens pour aller marcher sur les ophiolites terrestres, pour aller voir ces environnements-là. Alors bien sûr, divers mécanismes de la production de méthane, c'est quelque chose tiré du site de Pierre Thomas, de l'ENS à Lyon. Alors, réaction de serpentilisation, comme j'en ai parlé, intervention d'une biosphère profonde. Alors, a-t-on sur la Terre ou sur Mars un dégagement continu de méthane, comme c'est figuré ici, ou bien au contraire, a-t-on eu un dégagement de méthane, ce méthane ayant été stocké dans des hydrates de gaz qui ont pu être déstabilisés lors de l'histoire géologique des planètes ultérieurement. Et tout ça, est-ce qu'il y a une biosphère profonde qui intervient dans ces mécanismes de production de méthane? Bon, les planétologues, s'ils le démontrent sur Mars, je pense qu'on va en entendre parler pendant un petit moment. Donc voilà tout ce que je voulais vous raconter, toutes les histoires qu'on peut raconter à partir de l'observation de ces sources à pH très élevé sur Terre. Alors bien sûr, vous voyez que la nature même du sujet implique de s'adresser à des gens de spécialités différentes, des géologues, des géochimistes, des minéralogistes de notre laboratoire, des biologistes spécialistes de microbiologie des environnements extrêmes de l'Institut méditerranéen d'océanologie, le centre IRD de Nouméra, avec des biologistes et des géophysiciens, l'Institut de physique du globe de Paris, qui c'est l'équipe de Bénédicte Ménez, qui a justement étudié la biominéralisation, et l'Institut de minéralogie de physique des milieux condensés aussi de Paris, pour la minéralogie. Merci au service technique de labo, aux plongeurs de l'IRD de Nouméa, et merci au public de m'avoir écouté.